Vous êtes toujours à l'écoute du balado aidersonenfant.com de concert avec la Fondation Jeunes en tête. Ici Carlo Coccaro et on aborde la prévention de la dépression chez nos ados en compagnie de Pamela André-Nérette, psychothérapeute. Pamela André, merci d'être là. Bienvenue. Pamela André, qu'est-ce qu'on peut dire à notre jeune quand on a l'impression que son état est en train de se détériorer? 5 choses. La routine de vie, observer, refléter, valider et soutenir. Si je reviens à la première chose, là, la routine de vie, là, c'est-à-dire mettre en place, s'assurer là, que l'environnement dans lequel le jeune grandit là, soit les plus favorables possibles au niveau de sa santé mentale. Ça veut dire bien dormir, bien manger, de l'exercice, la présence parentale, l'engagement, la proximité. Ne pas accepter que l'enfant décide de s'isoler parce que, par exemple, j'ai pas envie de souper avec la famille, je vais aller souper dans la chambre. Ça, c'est un gros non. Fait qu'on fait, non, en famille, nous, on soupe en famille ou à ce moment-là, on est tous ensemble puis on insiste puis on tient notre bout. On insiste, on favorise la proximité, l'engagement. Ça veut pas dire être intrusif. Ça veut dire, quand quelqu'un va pas bien, là, on le laisse pas s'isoler dans son coin. On dit, non, moi, je suis là. En ce moment, toi, tu vas pas bien, mais moi, je suis là, puis je maintiens le faire. Alors ça, c'est cette autorité parentale, là, on se rappelle que c'est nous qui sommes les capitaines là, du bateau, et puis on s'assure qu'on avance tout le monde ensemble là, dans une direction parce que le jeune continue, on envoie un message que tu fais partie, on est là avec toi. Deuxième chose, c'est observer. Observer, ça veut dire on observe son enfant à son école, avec ses amis, ses commentaires. Observer comment il est, puis observer puis refléter, ça va beaucoup ensemble. C'est-à-dire, par exemple, écoute, je remarque que tu as l'air un petit peu plus triste, tu vois moins tes amis, qu'est-ce qui se passe? T'sais, on ouvre des portes, on ouvre des fenêtres, on reflète qu'est-ce qu'on voit, mais on reflète aussi qu'est-ce qui peut se passer dans la famille. Par exemple, 2 parents qui seraient séparés, l'enfant aurait été peut-être témoin d'une conversation qui est un petit peu plus difficile. Mm-hmm. Puis là, on aurait pu remarquer quelque chose d'un peu plus maussade dans son visage, qui se renfrogne un peu. On revient là-dessus. Écoute, tout à l'heure, j'ai parlé à maman, à papa, si c'est 2 mamans, l'autre maman, 2 papas. Ça se peut que ça t'ait rendu confortable, cette discussion-là. Je suis désolée. Ces genres de conversations-là ça n'a pas sa place que tu sois témoin de ça. Donc, on reprend aussi, donc on observe l'enfant, bien sûr, mais on s'observe aussi. Il faut une humilité parentale. On s'observe aussi pour dire, écoute, peut-être que là, il y a quelque chose que l'enfant, on se rappelle, là, un des enfants un peu plus sensibles, qui a pris, qui lui appartient pas, puis je veux lui retirer, puis dans son sac à dos, qu'est-ce que je pense qui est plus à la famille, qui serait plus à nous, par exemple. T'sais. Donc, on reflète, on valide, on se met un peu la tête aussi dans le bio. Est-ce que, tantôt, quand je t'ai dit de ranger ta chambre, il me semble que j'étais rough. Une chambre que j'aurais pu passer par des mois un petit peu plus doux. Je m'excuse, j'ai une mauvaise journée, je suis fatiguée, t'as pas dû aimer ça, comment je t'ai parlé? Non, j'ai pas aimé ça. T'sais. Alors, on valide, on soutient, toute l'expérience émotionnelle qui est relationnelle, c'est quelque chose qu'on prend depuis, moi je dirais, dès le jeune âge. Là, on veut là, être dans une famille, montrer à l'enfant que toutes ces expériences-là, puis la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est bien accueilli, puis on peut entendre ça. Puis soutenir, ça veut dire, on trouve des solutions. Puis si on n'a pas les solutions nous-mêmes, c'est-à-dire, même chose, par exemple, un jeune qui a mal aux dents, là, on laisse pas ça comme trop se détériorer, c'est-à-dire, OK, ouais, ça va, OK, peut-être on pourrait appeler le dentiste, puis éventuellement, on voit que c'est en train de s'installer. Ben, éventuellement, on prend le téléphone, on va dire, écoute, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais je suis vraiment inquiète. D'ailleurs, dans plusieurs études sur plusieurs troubles, là, le facteur de protection numéro 1, là, c'est le soutien parental. Quand le soutien parental est là, il y a des troubles qui diminuent là, de façon qui est très importante. Ah oui, hein? Puis même le soutien parental pour tout ce qui est idées suicidaires, pour comportement destructeur, c'est un grand facteur de protection. Donc, il ne faut pas hésiter à s'engager, à s'investir. Puis même si les ados peuvent nous faire sentir qu'on est comme, on l'a pas trop l'affaire, on maintient quand même notre présence. Puis éventuellement, ils vont dire hey, merci de ne pas m'avoir lâché. Ouais. Tu as nommé observer, refléter, soutenir. Jusqu'où on va comme parents quand on a l'impression que ça donne pas de résultats, puis que notre enfant s'ouvre pas, puis ou peut-être même que son état se détériore encore plus? Quand est-ce qu'il faut dire, OK, là, comme parent,
J'essaie, je lâcherai pas, mais j'ai besoin d'aide. Absolument. Moi, je dirais jusqu'à temps que notre jeune soit hors de danger puis qu'il aille mieux. On laisserait pas notre petit... la dépression, là, c'est comme l'enfance sur une petite île, dans la tempête, l'orage, l'océan. On le laisserait pas là. Est-ce que ça veut dire que nous, on est capable de conduire le paquebot pour aller chercher jusque-là? Peut-être pas. On va aller chercher le capitaine, puis on va être dans le bateau, puis on va aller chercher jusque-là, puis on va le ramener dans une rive où est-ce qu'il peut comme reprendre un développement, puis que sa détresse puisse diminuer. Puis on en a des solutions, on en a des interventions efficaces, on le sait. Fait que moi, je dirais jusqu'à temps là, qu'il soit hors de danger. On l'a vu dans l'histoire de Mégane qu'on a rencontrée dans le bloc précédent. Les jeunes peuvent avoir aussi des idées noires ou des comportements destructeurs. Comme parents, là, c'est très, très difficile à affronter ça. De le voir ou de le penser, là, que notre enfant commet des gestes, par exemple, d'automutilation ou qu'il a des pensées suicidaires. Comment on intervient avec notre jeune? Ouais, c'est pas facile. Hein? C'est quelque chose qui nous bouleverse, là, tu sais, comme parents. Là. Moi, j'aurais tendance à dire... Allez consulter quand votre enfant a des comportements d'automutilation, certainement aussi des idées suicidaires. Ça ne veut pas dire que c'est grave dans le sens que l'enfant a pris une grande route de destruction puis d'une dépression majeure. Mais ça veut quand même dire que votre jeune a quand même quelque chose à développer pour arriver à des stratégies de régulation qui va faire en sorte qu'il ne va pas se faire mal. Moi, en thérapie avec les jeunes, il y a des jeunes qui me décrivent bien la séquence de j'ai eu une grosse peine, j'ai eu une grosse colère, je ne savais pas quoi faire, j'ai pris l'Exacto, je me suis coupée, je me suis sentie mieux. T'sais. Puis en thérapie, ce qu'on va travailler, c'est un peu, évidemment, prévenir les situations qu'ils mettent dans des situations qui sont comme très inconfortables, amener à nommer au moment où ça se passe, je me sens pas bien, est-ce que tu peux m'aider? À éventuellement avoir assez de douceur pour dire, non, je vais prendre une autre stratégie que celui de me faire mal. T'sais. C'est pas rare hein, aussi dans le chemin quand on va rencontrer un ado de, à côté, on a un parent qui lui aussi vit des émotions qui sont très intenses, peut avoir aussi quelque chose au niveau de l'impulsivité, inattention, puis là, on se met tout ensemble de façon très honnête, très humble aussi avec les parents pour dire, dans votre famille, de façon générale, comment vous gérez ça, vous, les émotions? Ah ouais, c'est ça. Puis c'est important que les parents ne se sentent pas coupables non plus parce qu'on a parlé d'hérédité dans la première capsule puis du rôle des parents. Je pense que ce que j'entends de toi aussi, c'est de la vulnérabilité, de comprendre qui on est, comprendre qui sont nos jeunes et de les outiller. Puis d'aller chercher de l'aide, c'est vraiment un geste de courage. C'est un geste d'humilité, mais c'est surtout un geste de courage. Puis moi, j'assiste à des réconciliations de communication émotionnelle entre des jeunes et leurs parents. Puis je vous dis, là, c'est tellement extraordinaire de... Ah oui. Oui, parce qu'il arrive dans un état de chaos, de flou, on sait pas qu'est-ce qui se passe, on est inquiet pour lui, mais en même temps, on crie dessus parce que ça n'a bien pas d'allure. Puis après ça, à un moment donné, comme quand le brouillard finit par se dissiper, là, il y a le jeune qui peut dire, se nommer plus sa vulnérabilité à ses parents, qui pleurent avec lui, dire, écoute, on ne savait pas, on s'excuse, on va faire mieux. Puis ensemble, ils deviennent plus forts. Ensemble, ils rétablissent une communication émotionnelle, un climat familial. Fait que cet espace-là, je dirais jusqu'où on va, on va jusqu'à tout qu'on peut. On va chercher du soutien, puis on accepte, nous aussi, comme parents, de grandir avec nos enfants. Mais ce qui n'est pas facile, c'est que oui, on grandit avec nos enfants, mais on reste quand même l'autorité parentale puis les capitaines du ballon. Fait que, voyez-vous, hein, c'est pas c'est pas quelque chose de simple, mais au bout du compte, c'est une aventure humaine être parent qui est extraordinaire. Pamela André, merci énormément. Bienvenue. Dans le prochain bloc, on va l'explorer avec Maryse Fortin, les services offerts par les CLSC pour l'accompagnement des enfants et des familles. À bientôt.